Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce plateau spécial à l'initiative de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM Sénégal, avec la Télé Futurs Médias, mène la réflexion ce soir du comment engager la communauté dans la compréhension du lien entre développement et migration, comment comprendre les prises de décision en matière de migration dans un contexte d'intervention de développement et également l'impact des interventions de développement sur la migration, des thèmes que nous allons aborder avec nos invités qui sont là avec nous. Je vais commencer à ma gauche avec M. Alpha Seydi qui est porte-parole de l'OIM Afrique de l'Ouest et du Centre. Bonsoir. Bonsoir. Et à côté, nous avons Daouda Baya, qui est journaliste expert en migration. Daouda, bonsoir. Bonsoir, cher. Et à ma droite, nous avons le professeur chercheur Doudou Gueye. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc la migration en Afrique de l'Ouest, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Elle a existé même avant la colonisation. Alors, professeur, dites-nous, comment est-ce qu'elle s'est matérialisée, cette migration, à cette époque? Ah oui. Oui, la migration intra-africaine a existé bien avant la présence coloniale. Pour être concret et pragmatique, je ne vais pas aller loin. Je vais juste prendre cet espace qu'on appelle l'espace de la Sénégambie. C'est-à-dire cet espace allant de la Gambie, la Casamance, la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, voire même jusqu'en deçà en Sierra Leone. Voilà par excellence un espace dans lequel il y a eu tout le temps de la mobilité. La mobilité est si intense, si forte, qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une ethnie dans cet espace, qu'on a l'impression qu'il n'y a pas des ethnies dans cet espace, mais une ethnie. Et pourquoi? Parce que quelque part, il y a eu un ciment fort qui a été apporté par l'Empire du Gabou, qui s'est disséminé tout le long de ce littoral. Et là, j'ai les travaux d'un ami, Philippe Meguel, qui le relate avec une excellence. D'autre part, toujours pour être concret, prenons par exemple ce grand marché, le marché international de Diaobé. Ce marché, par excellence, c'est un marché qui réunit tout cet espace-ci, mais ça va au-delà des produits de la Mauritanie qui circulent. Mieux, il y a 2 ou 3 années, dans ce même marché, j'ai vu circuler la monnaie du Nigeria, le Naira, pour vous montrer combien de fois il y a aujourd'hui une intégration par le bas, par les peuples. Donc cette migration intra-africaine, cette mobilité, on va le dire, a tout le temps existé bien avant la pénétration coloniale. Maintenant, c'est après que les frontières coloniales vont mettre en place un dispositif assez complexe. Et ce qu'il expliquait, je pense que c'est en partie, il y a le fait qu'il y a eu des pays plus propices que d'autres en ces temps, plus stables. On pense à la Côte d'Ivoire, au Ghana, quand même, en Afrique de l'Ouest, c'est des pays qui ont accueilli beaucoup de migrants. Oui, ce sont des pays qui ont accueilli beaucoup de migrants. D'ailleurs, et là aussi, il y a toute une subtilité de la politique coloniale. Quand on voulait de la main-d'œuvre quelque part, quelle que soit l'appartenance coloniale, ou exemple, dans mes recherches, j'ai retrouvé les Guias. Les Guias ne sont rien d'autre que des laissez-passer que les Portugais décernaient aux colonisés de la Guinée-Bissau, et ça leur permettait de traverser, venir au Sénégal, traverser, aller en Gambie pour venir travailler parce que ça les arrangeait. C'est-à-dire que la main-d'œuvre coloniale s'est souvent appuyée sur, excusez-moi de l'expression, un deal tacite pour permettre la circulation des individus. La Côte d'Ivoire, vous en avez parlé. Et d'ailleurs, c'était une destination africaine privilégiée. Privilégiée en ce sens où on avait besoin de main-d'œuvre. La main-d'œuvre pour les plantations de cacao, on en avait tellement besoin qu'il y avait une forme d'ouverture au-delà même, je dis bien au-delà même, de l'espace linguistique francophone. Vous voyez, voilà un peu comment ça a été bâti pendant la période coloniale. Voilà, M. Seydi, et cette situation est devenue aujourd'hui quand même problématique à tel point qu'on parle de réglementation. Parfaitement, merci. Je pense que le professeur l'a bien parlé, l'a bien mentionné.
Je pense, si vous me permettez peut-être de rebondir un peu, peut-être enrichir ce que le professeur disait, c'est que de façon globale, l'humanité est en perpétuel mouvement. C'est-à-dire l'homme est par essence en mobilité pour diverses raisons. Il peut y avoir des raisons socio-économiques, des raisons culturelles, des raisons sécuritaires, des raisons maintenant peut-être climatiques. Donc, l'homme est tout le temps en perpétuel mouvement. Et en Afrique, encore plus. En Afrique, parce que justement, nous avons une conception de cette notion de frontière qui est assez particulière. Parce que, par exemple, vous prenez l'exemple de la Mauritanie, entre la Mauritanie et le Sénégal, entre la Mauritanie et le Guinée. Donc, nos populations n'ont pas aussi cette définition que nous autres avons de cette notion de frontière. Donc, et tout cela constitue un flux d'hommes, un flux de commerce, un flux de mouvement, un ensemble de flux qui, à un moment donné, il va falloir aussi canaliser. Parce que nous sommes dans un cadre où des États, on a des États qui sont souverains, qui ont une certaine réglementation. Il va falloir aussi canaliser tout cela pour des raisons aussi de sûreté, pour des raisons économiques. Donc voilà, et il va falloir réglementer. Et réglementer ne veut pas dire forcément arrêter ou stopper. C'est beaucoup plus canaliser pour que ça soit fait. Et cela me permettrait de parler aussi de la mission qui est la nôtre à l'OIM, c'est de justement faire en sorte que ce flux migratoire soit fait de façon ordonnée, de façon à respecter la dignité humaine, de façon à ce qu'elle soit bénéfique aussi bien pour le migrant que pour les communautés qui accueillent les migrants, parce que aussi, là je parle sous le contrôle du professeur, il y a aussi d'autres dynamiques socio-économiques qui se passent entre les migrants et les communautés de migrants et les communautés qui accueillent. Donc tout cela doit faire partie de n'est-ce pas, une politique souveraine du gouvernement que nous, à l'OIM, nous essayons d'appuyer, d'accompagner. Voilà, Daouda, je pense que M. Ba l'a abordé tout à l'heure en parlant de ces frontières quand même, on peut dire même fictives, qui ont été tracées par le colonisateur. Ça veut dire que les populations ont toujours eu cette liberté de se déplacer, de mouvement. Et à un moment donné, on parle de réglementation quand même. C'est pas évident. Oui, c'est pas évident, cher. Donc, je rejoins le professeur. Je m'inscris dans la même logique que le professeur qui a apporté tout à l'heure, qui a fait l'historique, n'est-ce pas, donc de la migration intra-africaine. Cela est d'autant plus vrai que, selon les chiffres, il y a 78% des Africains qui migrent à l'intérieur de l'Afrique. Alors, c'est des chiffres qui sont là, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que dans l'imagerie populaire, les gens, effectivement, les Africains sont plus nombreux en Europe, en Asie. Or, c'est pas ça, parce que peut-être avec l'effet amplificateur des médias, avec, n'est-ce pas, le phénomène Barça, les gens ont l'impression qu'effectivement, tous les Africains sont en Europe. Or, c'est pas le cas. Donc, 78%, c'est des chiffres qui sont là, disponibles, migrent à l'intérieur de l'Afrique. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Effectivement, le professeur l'a dit. Alors, n'est-ce pas, par rapport un peu à la réglementation, c'est vrai. Monsieur Si l'a dit tantôt, chaque État, effectivement, est souverain et libre d'organiser la migration comme il l'entend. Mais quand même, il faut qu'il prenne en compte l'aspect la dimension humaine et la dimension sociale, n'est-ce pas? Parce qu'il y a l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que chaque individu a le droit de quitter d'un point A et d'aller à ce point B et de s'y installer. C'est important. Alors, donc ça, c'est ce que stipule cette déclaration, et puis cela a été ratifié en 1948. Maintenant, que les pays, effectivement, souverainement, pour des raisons telles ou d'autres raisons, sécuritaires certainement, veuillent effectivement mettre en place, n'est-ce pas, donc une réglementation, c'est normal, mais effectivement, il faut qu'ils se conforment, n'est-ce pas, donc aux lois en vigueur. Également, ces lois également ont été rappelées dans le pacte de Marrakech, je le dis, en 2019, effectivement,
suggérant une migration sûre et ordonnée. Tout à l'heure, M. Sy l'a rappelé. Donc, il est important, autant les États ont le droit, n'est-ce pas, d'organiser leur migration, autant ils doivent respecter, n'est-ce pas, la libre circulation des personnes et des biens. On viendra tout à l'heure à cet aspect de libre circulation, parce que quand même il y a des contraintes et des règles qu'il faut respecter. Mais justement, cette réglementation, M. Gueye, comment est-ce qu'elle doit se faire? Oui, je suis en phase avec M. Baya. Voilà. Il y a aujourd'hui un droit de sortie. Pratiquement l'ensemble des pays ont signé ce droit de sortie. Mais malheureusement, en signant le droit de sortie, il n'y a pas de droit d'entrée. En des termes simples, on ne peut pas m'interdire aujourd'hui de me déplacer. Donc je peux me déplacer. Mais arriver à destination, c'est là où intervient la difficulté. Et là, ça doit nous amener à interpeller, à nous poser la question sur les politiques nationales d'immigration. C'est variable. Chaque pays a la latitude de définir sa propre politique migratoire. Et c'est là où la difficulté se pose. Tantôt également, je vais y revenir d'ailleurs, ces destinations africaines dont tu l'as parlé. Effectivement, la migration africaine est d'abord intra-africaine. Le phénomène que l'on a vu avec Barça, voilà, c'est que quelque part aussi c'est lié à la crise des destinations africaines. Quand je parle de la crise des destinations africaines, la Côte d'Ivoire a connu une crise, par exemple. Sierra Leone. Voilà des pays où il y avait des crises et que les migrants qui va chercher, qui cherchent une sécurité, étant donné que ces destinations où ils allaient précédemment, il y a des crises, ils s'arrêtent, mais ils se retournent vers une autre destination où il n'y a pas de crise. Oui, sauf qu'il y a eu des pays qui ont longtemps été l'Eldorado, à l'image de la Libye. La Libye, oui. Il y a eu une crise, mais n'empêche, les gens ont maintenu, je sais pas, cette destination, peut-être pour partir ailleurs. Et là, je parlerai d'opportunités. De la même manière que ces migrants sont présents en Libye, ils y sont en attendant une opportunité pour pouvoir dépasser cette crise qu'ils vivent. Vous voyez un peu, ils sont en Libye, bloqués quelque part, en attendant qu'il y ait une opportunité pour pouvoir continuer le processus de parcours migratoire. D'ailleurs, j'ai vu dans mon terrain d'études, certains qui étaient en Libye, la crise étant, ils se sont repliés légèrement vers le sud pour remonter vers Marrakech, où il n'y avait pas de crise, Marrakech au Maroc. Vous voyez, donc, il se joue également des opportunités. Ce sont des individus comme vous et moi, rationnels, capables de calcul et de comprendre des choses. Voilà ce que je peux dire dans l'immédiat. Madame Seydi, quand même, cette réglementation doit être inclusive quand même. Ça doit concerner tout le monde. Tout à fait. Je pense que vous l'avez assez bien dit et le professeur l'a très bien mentionné. D'abord, il faut comprendre, c'est une décision souveraine des États de réglementer la migration. C'est-à-dire définir des politiques migratoires. Et cela aussi, en cela, nous, à l'OIM, nous avons une valeur ajoutée, c'est de pouvoir, comme le professeur disait, aider les politiques ou les publics à définir le profil migratoire du pays. Parce que pour comprendre et définir une politique migratoire, il faut comprendre le profil migratoire. Le professeur parlait tout à l'heure de la Libye, qui aussi a la particularité d'être à la fois un pays de transit, mais aussi de destination. Et la question est assez intéressante parce que le profil migratoire aussi, il n'est pas statique, il est dynamique au gré des événements. La Libye, par exemple, qui était un pays jadis de destination, est devenu un pays de transit. Et ce n'est jamais statique. Et quand on parle de réglementation, je voulais juste réquisitionner ce mot réglementation, que les gens comprennent, et à l'OIM nous le défendons bec et ongle, que réglementer ne veut pas dire faut pas prevent, comme on dit en anglais, empêcher les gens, au contraire, de circuler. Voilà, il le faut, mais il faut le faire de façon réglementée pour qu'on puisse s'assurer que ça soit fait au bénéfice du migrant, mais aussi au bénéfice des communautés qui accueillent les migrants. Et il faudrait que cette réglementation, elle soit aussi calquée sur les volontés politiques des États souverains qui ont aussi qui sont différents les unes des autres, parce que chaque
pays, chaque État, et comme on dit en anglais, there is no one size fits all. C'est-à-dire ce qui est valable au Sénégal peut ne pas l'être en Gambie, qui est pourtant tout proche, et où on peut avoir pratiquement les mêmes profils de population de façon ethnographique. Donc, c'est une dynamique complexe qui, nous allons en parler, qui tient compte de beaucoup de variantes. Et nous pensons justement à l'OIM qu'il faut justement réglementer pour s'assurer de la dignité du migrant. Et ça, c'est primordial parce que c'est un droit fondamental. Voilà. Daouda, vous étiez sur cette logique tout à l'heure lorsque vous vous avez arrêté quand même face à ce problème qui est la migration. À côté, il y a aussi le principe de la libre circulation des personnes qu'il faut accepter. Et justement, donc, ce principe aussi de libre circulation, je pense qu'il faut, je ne sais pas, la réglementer. Non, cher, en fait, il est déjà réglementé, ce principe. Mais est-ce que c'est accepté? Justement, c'est dans la pratique, j'en viens, justement. Vous savez, tout a été déjà, je parle sous le contrôle du professeur Gueye, tout est dans les textes, n'est-ce pas? L'UEMOA, la CEDEAO, n'est-ce pas, les États de l'Afrique de l'UEA ont des textes, n'est-ce pas, qui garantissent la libre circulation des personnes et des biens. Mais ce qui se passe, c'est l'acceptation de ces textes-là par certains pays. Je prends juste le cas, par exemple, au niveau africain, le Nigeria. Tout le monde a vu, n'est-ce pas? On avait instauré ici ce qu'on appelait le passeport de la CEDEAO. Mais ce n'est pas tous les pays qui l'acceptent. Par exemple, vous allez dans un pays, par exemple, comme le Niger ou certains pays, mais ils ne vous reconnaissent pas ce passeport. Mais voilà, donc même la carte d'identité dont on parle là, CEDEAO, il y a certains qui sont réfractaires. Or, ils sont signataires, n'est-ce pas, de ces chartes-là. Donc le problème vient de là. C'est l'acceptation de ces traités qui sont signés par ces pays, à commencer par les pays africains. Vous avez parlé tout à l'heure d'inclusion, n'est-ce pas, donc des populations dans les politiques migratoires. C'est très important. En Europe, le problème s'est posé. Alors, donc à un moment donné, avec le flux massif donc, des migrants vers les années 2006, effectivement, l'Europe s'est réunie pour avoir une politique commune. Mais en leur sein, on a vu qu'une division. L'Allemagne, par exemple, pouvait accepter que les migrants débarquent. Alors, mais un autre pays refusait comme l'Italie, avec un peu la montée de l'extrême droite, on a vu ce qu'avec Salvini, etc. Donc c'est un peu, c'est ça le problème. Alors, souvent certains pays ne jouent pas franc jeu. C'est là où se trouve le problème. Et justement, là, je vais interpeller Seydi, parce que quand même, à propos de ce principe de libre circulation, quand même, il y a des préalables. Par exemple, l'existence de données fiables sur le marché du travail, il y a quand même que les populations doivent savoir, il y a la garantie de la portabilité de la sécurité sociale, et ce qui n'est souvent pas le cas. On a l'impression que les populations naviguent à vue et que les autorités quand même croisent les bras. Vous avez parfaitement raison. Je pense je pense que j'en abuse un peu parce qu'à chaque fois je reviens ce que l'OIM fait. Je pense qu'une des valeurs ajoutées fondamentales que l'organisation apporte à la demande des pays, c'est justement c'est l'aspect data et recherche. C'est de pouvoir baser ces politiques, cette réglementation sur des données factuelles. Et pour pouvoir aussi informer, je pense qu'aussi bien les migrants, les communautés de migrants, tous les acteurs qui sont concernés par les questions migratoires doivent être informés de beaucoup de facteurs. D'abord, des opportunités de migration. Et au niveau des pays, comprendre aussi combien de personnes migrent, où est-ce qu'ils migrent, pourquoi est-ce qu'ils migrent, quelles sont les opportunités qui sont présentes. Donc voilà, toute cette analyse et la recherche de données et d'informations. Et souvent aussi des migrants qui sont en situation d'insécurité dans les pays d'accueil. Tout à fait, tout à fait. Je pense que là-dessus, vous me permettrez de citer un des programmes phares d'ailleurs que nous mettons en œuvre, qui est financé par les fonds fiduciaires de l'Union européenne, qui est l'initiative conjointe pour la protection des migrants et la réintégration que nous mettons en œuvre depuis 3 ans, depuis 2017, dans 13 pays africains. C'est un programme qui comprend plusieurs volets, essentiellement basés sur la protection des migrants, parce qu'on s'est rendu compte, et ça c'est qu'un secret de polichinelle, que beaucoup de migrants se retrouvent coincés dans le désert, par exemple, se retrouvent coincés quelque part dans leur trajectoire migratoire, qui se retrouvent parfois victimes d'abus,
de violations, qui sont victimes de traite. Pour les femmes aussi de trafficking, de viol. Donc voilà. Et ce programme a justement aide ceux qui veulent retourner, par exemple, dans leur pays d'offrir justement les services holistiques pour accompagner ces migrants coincés à revenir chez eux. Et que ça soit fait aussi avec les pays d'origine, par la volonté des migrants. Et une fois revenus chez eux, accompagner ces gens à redémarrer. Et c'est souvent aussi assez complexe parce qu'il ne s'agit pas que de donner de l'argent à ces migrants pour qu'ils redémarrent. Il y a beaucoup plus, il y a la problématique assez complexe et je pense que je parle... Voilà. Professeur, également, pour aborder toujours cette question de libre circulation, il y a également le renforcement des capacités intellectuelles, institutionnelles pour lutter contre le trafic des êtres humains, quand même, qui est un véritable problème, un fléau. D'accord, oui, effectivement. Mais laissez-moi rebondir rapidement sur la libre circulation. L'existence des textes sur la libre circulation, comme la CEDAW, etc., c'est une chose, mais l'appréhension par les autorités administratives chargées de les faire appliquer, c'est toute autre chose. Essayez d'aller faire une recherche, déplacez-vous entre la Casamance et la Guinée-Bissau. Mais c'est le parcours du combattant, c'est la croix et la bannière. Chacun va interpréter ses lois, chaque policier, c'est compliqué. Mais il n'en demeure pas moins, les textes sont bel et bien ratifiés. Alors, maintenant, par rapport à votre question, notamment sur voilà, la libre circulation des personnes et la protection. Effectivement, là, suite à ce qu'on a appelé les migrations désordonnées, je dis bien désordonnées, on va avoir affaire de plus en plus à des formes de trafic, à des formes d'insécurité des migrants. Et c'est souvent le cas en Libye. Mais je vais essayer de venir sur la base. Alors, vous savez, tant qu'il n'y avait pas cette loi dure qui protégeait la forteresse Europe, il y avait moins de risques. Je dis bien qu'il y avait moins de risques. Il y avait des risques, mais moins de risques. Et aussi, nous étions dans une période où la migration était ordonnée. C'était des accords de coopération entre pays qui les fixaient. Ça permettait aux gens d'aller et de revenir. Mais après, les crises économiques sont passées par là. Les pays d'accueil se sont renfermés sur eux-mêmes. Et on va rentrer dans un cycle de migration qu'on va appeler la migration désordonnée. Alors, le sociologue que je suis, enfin, la sociologie a observé, quand les règles deviennent très contraignantes, les acteurs vont chercher à trouver des moyens pour le contourner. Ce qui a mis en place tout un ensemble qu'on a appelé aujourd'hui une industrie de la migration. Je dis bien une industrie de la migration. Ça va de l'organisation depuis les villages de départ, là-bas au fin fond de la Casamance, en passant par les points de passage successifs, Agadez, etc., jusqu'à la traversée. Et tant que c'est désordonné, tant qu'il y a des acteurs non institutionnels qui tirent des profits, forcément, on va se retrouver dans des cas qu'on va appeler les cas d'insécurité des migrants. Rappelez-vous, il y a 2 ou 3 années, on parlait du trafic des êtres humains, notamment en Libye. Ce qui d'ailleurs a existé. Il ne faut pas le recuser. Moi, j'ai rencontré des migrants qui m'ont dit qu'ils étaient captifs des esclaves. Et ce trafic des êtres humains, cette insécurité, ne pensez pas que c'était que les Libyens qui le faisaient. Non, les Libyens le faisaient en concomitance avec des Sénégalais, par exemple. C'était un deal. Vous êtes migrant, je sais que tu es le fils d'un tel, il y a tant de vaches, etc. Il y a tout un deal qui pouvait être monté et on te capturait et j'ai joué l'intermédiaire. Ce sont les situations de migration désordonnées qui ont amené ces formes de pratiques de notre âge. Ça aussi, il faut mettre le doigt là-dessus. Voilà, merci professeur, ce qui me pousse donc à aborder cette thèse entre migration et développement. Justement, comment est-ce qu'elle se manifeste dans nos pays? Très bonne question. Je pense qu'à l'OIM, nous avons accompli la corrélation, sinon le lien inextricable entre migration et développement économique, social, culturel, parce que on ne peut pas dissocier ces deux aspects.
tout en reconnaissant le droit, justement, comme on l'a si bien dit, à la liberté de mouvement. Donc, il va falloir, et nous encourageons aussi les pays à le faire, nous les apportons aussi l'appui qu'il faut pour justement ne pas perdre cet aspect entre migration et développement, parce que les deux sont liés. Et nous avons, au travers du projet qui est financé par le DFID maintenant, qui est devenu le Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth, qui finance un peu des projets de développement, sur des recherches qui sont socio-économiques, avec le prisme, enfin, en regardant la migration au travers du prisme socio-économique, pour comprendre pourquoi est-ce que les gens partent, qui part, quelles sont les raisons qui motivent ces départs, pour justement lié, parce qu'on ne peut pas dissocier la migration et le développement. C'est un facteur de développement. Et pour lutter justement contre ce phénomène de migration désordonnée, donc assurément irrégulière plutôt, il va falloir justement que les politiques de migration soient soutenues et sous-tendues par une politique de développement, pour que justement, parce qu'on va y revenir, les gens qui font du Barça ou Barsac ou ailleurs, on a d'autres appellations dans d'autres pays, c'est souvent aussi par manque de perspective. Voilà. Par manque de... on y reviendra. Alors, professeur, quand même, cette thèse entre migration et développement, souvent dans nos pays du Sud, se manifeste par des politiques de mise en œuvre, par exemple, d'ajustement structurel, de pauvreté aggravée, de crise économique. Oui, effectivement. D'ailleurs, on peut même mettre en lien ici pauvreté, moyen de subsistance, migration et pourquoi pas éducation. Ces quatre, quand les décortiquant, on va voir davantage quelles sont les logiques sous-jacentes qui poussent beaucoup d'individus à partir. D'abord, contrairement à l'idée répandue, il y a une idée répandue qui pense que ce sont des personnes qui n'ont pas été scolarisées, qui n'ont aucun rapport actif avec l'école, etc., qui partent. Non, ce n'est pas ça. C'est que généralement, ceux qui partent, les migrants qui partent, ceux qui partent généralement ont une éducation. D'accord. Voilà, secondaire, professionnelle, voire même supérieure. Il faut retenir ça. Parce que là, ça sous-entend qu'on est dans un pays où on nous offre un emploi qui est en deçà de vos qualifications professionnelles. Non, je ne le dirai pas comme ça. C'est qu'ici, j'invite à ce que l'on tente de distinguer éducation et incapacité de pouvoir saisir des opportunités. Il faut peut-être qu'on distingue ça dans un premier temps. Ces migrants qui partent sont généralement éduqués. D'accord. Sauf que, quelque part, ils n'ont pas cette possibilité de continuer leur éducation pour en faire, pour le transformer en une activité viable. Je vous donne un exemple d'une enquête que je suis en train de mener entre Ziguinchor et Kolda avec un partenaire italien. Il est apparu que la plupart des personnes que j'ai interrogées, des potentiels migrants et des migrants qui sont déjà partis revenus, ils ont une éducation. Ils ont été à l'école. Mais à un moment, il y a eu un blocage, une rupture quelque part. Pourquoi? Parce que le capital économique faisait défaut pour pouvoir continuer les études. Je dis bien le capital économique. Ou bien, on avait